Donc, bonjour à toutes et tous pour ce webinaire en direct de présentation des résultats de l'enquête 2022 sur les pratiques professionnelles en traduction, une enquête menée par la SFT. Donc, le format de cet événement, c'est un webinaire qui va être enregistré. Donc, vous avez été informés par mail a priori, mais voilà, sachez que la présentation est enregistrée puisqu'elle sera mise à disponibilité sur la chaîne YouTube de la SFT. Donc, je vais faire une présentation de 45 minutes environ, suivie d'une période d'échange de 15 minutes. Donc, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Vous n'avez pas normalement le micro ou la caméra ouvert. Donc, il y a une modératrice, Oran Desnos, qui est avec nous pour relayer ces questions à la fin de la présentation. Les résultats qu'on va discuter aujourd'hui seront mis à disponibilité du grand public en fait sur le site de la SFT. Ils seront accessibles à tous. Vous y avez accès en avant-première puisque vous avez entré votre adresse mail après avoir rempli le questionnaire, et vraiment on vous remercie de votre participation à cette enquête. Et donc, dès demain, le rapport sera disponible sur le site de la SFT et la vidéo du webinaire sur la chaîne YouTube de la SFT. Voilà. Donc, je ne suis pas seule sur ce webinaire. Donc, je vais vous présenter les deux personnes qui m'accompagnent. Donc, déjà Bruno Chanteau, président de la Société française des traducteurs, qui a donc Bonjour. voilà, qui va nous parler un petit peu des missions du syndicat et des raisons derrière cette enquête. Nous avons aussi avec nous Benoît Rioux, qui est le directeur général de Staten More, la société à laquelle nous avons fait appel pour réaliser et analyser les résultats de cette enquête. Bonjour Benoît. Et puis, moi-même, Gaëlle Gagné, qui suis membre du comité directeur de la SFT et la référente de la commission statistique qui s'est chargée d'organiser et de gérer cette enquête. Nous avons aussi en coulisses Ségolène Buche, aussi membre du comité directeur et secrétaire adjointe de la SFT, qui est aussi membre de la commission statistique. Bonjour Ségolène. Et nous avons avec nous aussi Yannick André, responsable administrative et support opérationnel, qui a grandement participé aux travaux de la commission sur cette enquête et qui a mis en page le rapport que vous pourrez découvrir dès demain. Et Oran Desnos, qui est la chargée de communication de la SFT, qui est la modératrice de cette présentation et qui donc se chargera de relayer vos questions à la fin de la présentation. Bonjour à toutes et tous. Donc, nous avons une centaine de participants, donc waouh, le sujet vous intéresse, ça fait plaisir. Et donc, nous allons commencer cette présentation. Donc, je laisse la parole à Bruno pour vous parler un petit peu de la SFT. Merci Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un super plaisir de vous voir si nombreux pour entendre un petit peu avant tout le monde les résultats de cette enquête menée de main de maître, je dois dire, par Gaëlle et par la société avec laquelle nous avons travaillé. Donc merci à ces personnes qui ont œuvré à cette enquête. Donc, comme vous le savez vraisemblablement pour une grande partie d'entre vous, membres de la SFT déjà, et pour ceux qui nous suivraient et qui ne sont pas membres encore de la SFT, mais cela ne saurait tarder, la SFT est un syndicat professionnel donc, qui a été fondé en 1947. Nous allons donc fêter cette année, enfin nous fêtons cette année nos 75 ans. Syndicat donc qui défend, promeut les métiers de la traduction et de l'interprétation. On défend donc ceux qui pratiquent ces métiers. Aujourd'hui, la SFT contient ou comprend un petit peu plus de 1500 membres. Nous allons bientôt relancer notre campagne d'adhésion, donc réfléchissez à devenir membre si vous n'êtes pas encore. La SFT, vous ne le savez pas, mais la SFT a été
un des membres fondateurs de la Fédération internationale des traducteurs, qui œuvre là au niveau international à la défense des traducteurs, traductrices et interprètes. Nous y avons des représentants, il y a, des membres de la ASFT qui, sont, dans le, comment dire, comité directeur de la fédération internationale et aussi en représentation de la section Europe de la Fédération internationale des traducteurs. L'ASFT est aussi membre de l'Union nationale des professions libérales, donc l'UNAPL. Nous avons une de nos membres qui siège au bureau de cette UNAPL, donc qui regroupe l'ensemble des syndicats de professions libérales, donc qui est extrêmement utile pour la défense de nos professions libérales auprès des instances gouvernementales. Donc voilà, en bref, un petit peu ce qu'est la SFT. Ensuite, pour ce qui est donc, comme vous pouvez le voir là, des valeurs et des objectifs de la SFT, c'est tout d'abord donc rassembler les traducteurs, traductrices et interprètes, et ce, quel que soit leur statut d'exercice, qu'ils soient en profession libérale, en micro-entreprise ou autre. Donc voilà, l'objectif, c'est de nous rassembler, de faire corps, groupe. Plus on est nombreux, plus on est entendu et surtout écouté. Voilà. Informer bien sûr, tous les traducteurs, traductrices et interprètes des différentes évolutions qui peuvent, avoir lieu dans nos métiers respectifs, et bien sûr soutenir, nos membres, dans leurs relations professionnelles. Nous avons par exemple un service juridique qui peut venir en aide, à nos membres si ces derniers rencontrent un petit souci avec un de leurs donneurs d'ordre. Voilà, donc pour cette diapositive, donc vous avez les différentes actions syndicales que mène la SFT. Donc vous voyez, ça correspond un petit peu à ce que je viens de dire, donc promouvoir, défendre. Et puis nous représenter aussi, ça c'est important, auprès de différentes instances. Donc je l'ai dit tout à l'heure pour l'UNAPL, mais nous avons aussi 2 administratrices à la CIPAV. Donc ça c'est important, hein, la SFT est présente à la CIPAV. Et puis, nous avons aussi une représentante au conseil de gestion du FIFPL, le FIFPL étant l'organisme par lequel nous faisons financer notre formation professionnelle continue. Je rappelle à ce titre, puisqu'on parle du FIFPL, que nous sommes tous aujourd'hui ressortissants, si je peux utiliser ce terme, du FIFPL, quel que soit votre statut. Il y a quelque temps, les micro-entrepreneurs dépendaient de la GFIS. Ce n'est plus le cas. Si vous êtes en micro-entreprise et que vous faites une demande de formation, vous devez passer par le FIFPL. La GFIS ne nous concerne plus. Ensuite, entretenir des relations privilégiées, bien sûr, avec toutes les organisations sœurs que l'on peut avoir, aussi bien en France qu'à l'étranger. Nous organisons bien sûr des formations continues nous-mêmes par l'intermédiaire de notre filiale SFT Service. Et puis, nous organisons donc des événements d'importance tout au long de l'année, tels que par exemple les Journées mondiales de la traduction. L'année prochaine, puisqu'ils sont marqués ici, nous aurons les 3 grandes formations phares de la SFT et de SFTS, à savoir Horizon Justice France, l'Université d'été de la traduction financière et le séminaire d'anglais médical. Donc ces 3 grandes formations seront ouvertes l'année prochaine et vous êtes invités bien sûr à y participer et à vous inscrire dès que les inscriptions seront ouvertes. Nous avons quelques publications, bien sûr, hein, différents guides sur, par exemple, comment choisir sa traduction, comment choisir ses interprètes, enfin tout un tas de choses. Et bien sûr, nous publions aussi des statistiques suite à des enquêtes que la SFT peut mener. Cette enquête-ci, dont vous avez la primeur des résultats, concerne essentiellement, enfin ne concerne que les traducteurs. L'année prochaine, normalement, nous en ferons une pour les interprètes. Voilà, donc c'est au départ, on avait pensé faire les 2 en même temps, mais c'était devenu un petit peu compliqué de gérer, les questions étant différentes et on ne voulait pas qu'il y ait trop de questions non plus parce que ça peut aussi freiner un petit peu les gens à répondre à une enquête s'il y a trop de questions. Donc on a dit: «On scinde en 2 et l'année prochaine, on fera les interprètes».
Voilà et puis terminer bien sûr, favoriser l'interaction entre les différents membres de la SFT, voire de la profession, grâce à nos forums, grâce aux différentes réunions qui peuvent être organisées en région par nos délégations territoriales auxquelles, très souvent les non-membres sont aussi invités. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour, cette petite présentation. Je vais laisser la parole maintenant aux sachants, sur, cette enquête et donc, je vous retrouverai peut-être, vraisemblablement en fin de réunion pour répondre aux questions que, sans aucun doute, vous aurez à nous poser. Merci de m'avoir écouté. Gaëlle, je te repasse la parole. Merci Bruno. Donc effectivement, l'enquête statistique s'insère dans les missions de la SFT. Donc nous en avons fait une cette année qui suit l'enquête précédente qui datait de 2015, donc il y a 7 ans d'écart, hein. Je vais faire référence à cette enquête précédente pour suivre l'évolution. En fait, l'idée, c'était d'avoir des données actualisées pour mieux comprendre la situation et les pratiques actuelles des professionnels. Donc cette enquête a été réalisée par une commission de la SFT. Il y a plusieurs commissions qui œuvrent au sein du syndicat. Donc la commission statistique qui s'est chargée d'actualiser le questionnaire et de travailler de concert avec la société Stat More qui a été choisie pour gérer cette étude. Donc l'enquête a eu lieu du 30 juin au 18 juillet, soit 18 jours de campagne. Donc, je vais laisser la parole à Benoît qui va nous expliquer un petit peu la méthodologie qui a été choisie pour l'enquête. À Benoît Rio de Statenma. Le micro est fermé, Benoît. Benoît, ton micro est fermé. Voilà. Oui, excusez-moi, j'oublie j'ai pas le réflexe. Rebonjour à tous. Donc, la méthodologie, en fait, elle est construite sur la base de ce qui a déjà été fait en 2015 pour conserver un historique et pouvoir faire l'analyse en évolution. Donc, c'est une étude quantitative qui a été faite sur un questionnaire online en auto-administré, c'est-à-dire que les répondants répondaient tout seuls au questionnaire. On a repris le questionnaire de 2015 avec quelques ajouts pour coller à l'actualité et en particulier l'actualité qui a été importante à considérer aussi bien dans la construction du questionnaire que dans l'analyse, c'est qu'entre les deux enquêtes, il y a eu le Covid, la pandémie, donc je pense que Gaël en reparlera largement. Donc c'est un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des adhérents qui acceptaient d'être contactés pour répondre à des enquêtes. Et sur un lien ouvert, on a laissé la possibilité à tous les traducteurs, enfin tous les gens qui sont dans la profession, de répondre à l'enquête pour être aussi en adéquation avec le protocole d'enquête de 2015. Donc il y a deux cibles particulières, les adhérents à la SFT et les non-adhérents. Donc la campagne a duré 18 jours, la campagne d'enquête. On a fait 4 relances par mail. Et ensuite, on a travaillé ces données en analysant en particulier la structure de l'échantillon. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, Gaëlle. Oui, tout qui à est fait. un élément clé de l'étude. Oui, parce qu'on avait déjà, nous, une première source d'information qui était la base de données de CRM de la SFT, donc tous les adhérents, puisque vous remplissez quand vous adhérez ou que vous renouvelez votre adhésion à la SFT, vous remplissez toute une série de questions sur votre mode d'exercice, votre région, vos langues de travail. Et donc, on avait déjà toute cette base d'informations qui a servi aussi de référence pour la construction et pour l'analyse des données. Donc voilà, pour l'échantillon, effectivement. Donc je redonne la parole à Benoît. On a 1204 questionnaires complets, dont 776 qui viennent des adhérents SFT, et donc 428 qui viennent d'un lien ouvert, donc des gens qu'on ne connaît pas a priori. Donc on a travaillé en 2 temps. On a considéré d'abord la partie des adhérents de la SFT pour voir si cette partie des répondants était représentative de la base de données des adhérents de la SFT, donc ce qui était plus ou moins le cas. Et donc on a appliqué un redressement sur cette partie-là. On a un redressement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait en sorte que la représentativité sur certaines variables qui sont le genre, donc homme-femme, la région UDA5, donc c'est une région classique en études marketing,
découpe la France en 5 zones géographiques. Et l'ancienneté dans la profession, on a considéré ces 3 variables-là comme étant structurants de la population des adhérents de la SFT. Et on a fait en sorte que ce qu'on a récupéré dans l'enquête en termes de structure sur ces 3 variables soit identique à celle de la CRM. Donc, on n'avait pas d'informations aussi précises pour les gens qui ont répondu en disant le lien ouvert. Donc, on avait quand même la réponse à la question, mais on n'avait pas cette information-là. Donc, on a comparé la structure de cette population-là par rapport à celle de la CRM et on s'est aligné sur la CRM. On verra un peu plus tard qu'il y avait des écarts avec une autre source d'information qui vient de l'INSEE, notamment sur l'ancienneté, qui est assez flagrante. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le travail d'échantillonnage a été fait de façon méthodique dans cette enquête pour que les résultats qui vous sont annoncés aujourd'hui soient représentatifs de l'ensemble des gens qui composent, qui sont adhérents à la SFT et qui permettent de se projeter sur l'ensemble des adhérents, même si tout le monde n'a pas répondu à l'enquête. Voilà. Donc, c'est la problématique ici qu'on a, qu'on travaille sur un sondage. Il faut travailler cette partie échantillonnage qui est importante, qui est fondamentale. Donc, ça a été fait dans les règles de l'art du métier pour cette enquête. Très bien, merci. Donc, du coup, cette structure d'échantillon, en fait, sans surprise, hein, on a une grande majorité de femmes, 80%, qui reflètent toutes les enquêtes sur la profession. Et 67% de répondants ou de personnes interrogées étaient des membres de la SFT. C'est un petit peu plus que l'enquête précédente de 2015 où il y avait 54% de répondants membres de la SFT. 16% des personnes interrogées étaient basées en dehors de France. Là, c'est plutôt moins que ce qu'on avait pour la dernière enquête, où c'était un quart, 25%, et par rapport aux non-membres. Donc, dans l'étude des membres de la SFT, on a une vision un peu locale, française, de l'activité. Voilà, alors ça, c'est les redressements qui ont été faits, Benoît, sur la structure de l'échantillon, effectivement, qu'on voit. Peut-être tu peux analyser les résultats pour nous montrer. Donc là, on a à gauche un camembert qui représente la distribution sur les régions françaises, plus les dom-toms, parce qu'il y a quelques personnes des dom-toms, plus les étrangers également, qui est conforme, qui est aligné là, en base 776 à gauche. En haut à gauche, c'est la base des adhérents, donc qui est conforme à ce que vous avez dans la base de données des adhérents de la SFT. Donc, il y a 25% quasiment 25% des gens qui viennent de la région parisienne. Et après, ça se répartit partout sur le reste de la France avec un 30% dans le sud-est. Donc, les traducteurs aiment bien, j'imagine, le climat chaud de la France. Ils peuvent s'installer où ils veulent. Voilà. À droite, sur la diapo, vous avez la variable ancienneté, qui est une variable intéressante, puisque là, au milieu, en base 1204, c'est l'intégralité des répondants, donc les adhérents et les non-adhérents. Vous avez la distribution de l'ancienneté, et donc on voit bien qu'on a une espèce pas loin d'une uniformité sur les différentes ancienneté dans la profession par tranche de 5 ans, alors que quand on prend la base de l'INSEE sur les codes APE qui concernent votre profession, dans la base Sirène, on a eu beaucoup de créations d'entreprises de 0 à 5 ans, donc 46%, quasiment une entreprise sur deux, donc ce qui est très important et ce qui n'est pas totalement aligné avec la CRM, mais ce qui est logique aussi, puisque dans la base Sirène, on a toutes les entreprises. Alors que dans la CRM et dans le syndicat, on n'a pas forcément des entreprises, on a plutôt des personnes qui se syndiquent en leur nom propre, donc ce qui est un écart tout à fait logique, somme toute. Et donc, c'est aussi pourquoi on n'a pas utilisé la base Sirène pour redresser notre échantillon et qu'on s'est concentré uniquement sur la représentativité par rapport à la structure de la base de données de la SFT. Donc, au niveau des études, du niveau d'études et de qualification, on a posé la question, effectivement. On a observé une augmentation de la part des diplômés en traduction. L'étude de 2015 montrait 60% de diplômés en traduction. Dans cette enquête, on est arrivé à 71%. Donc, un plus grand nombre de personnes qui ont fait le choix d'étudier la traduction. Et pour ceux qui ont un diplôme autre que la traduction, très majoritairement, ils ont fait des études supérieures. Donc ça aussi, c'est très
c'est les mêmes résultats qu'on obtient dans des enquêtes, diverses enquêtes sur la profession, une profession extrêmement qualifiée. 74% des personnes interrogées avaient aussi une expérience en dehors de la traduction. Soit parce qu'elles sont arrivées à la traduction après une première expérience professionnelle, soit parce qu'elles exercent par ailleurs d'autres activités. On retrouve dans les niveaux d'expérience en dehors de la traduction beaucoup la formation, l'interprétation, le marketing, la communication, qui sont finalement des activités un petit peu passerelles pour nos métiers. Au niveau des spécialités, on a proposé une liste plus large que celle qui avait été donnée en 2015, où il y avait seulement 8 grands domaines. Donc, on avait un domaine, par exemple, industrie et technique, qui représentait 31% des spécialités annoncées. Qu'on a, nous, scindé un petit peu, enfin, on a décrit un petit peu plus en sortant le médical et l'informatique et le numérique, en proposant cette spécialité. Et du coup, ça change un petit peu les résultats, puisque le juridique arrive en première spécialité, domaine de spécialisation des personnes ayant répondu à l'enquête, alors qu'avant, c'était la technique. 66% des personnes interrogées ont une spécialité. C'est-à-dire, nous, on l'a défini par une activité, un champ de travail qui génère plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc, principalement dans le domaine juridique, mais aussi littérature, édition, marketing et communication, agriculture. Voilà, c'est les domaines qui sont assez dominants. Et ceux qui ne sont pas spécialisés cherchent à le faire. Et ceux qui sont spécialisés cherchent à acquérir de nouvelles spécialisations. Donc, il y a une tendance globale des professionnels on voit bien l'intérêt de se concentrer sur un domaine en particulier, à la fois pour des questions de productivité et aussi de création de valeur ajoutée pour nos clients. Donc, c'est assez net, ce mouvement. Au niveau des modes d'exercice, très largement, conformément à la base des adhérents de la SFT, on observe que majoritairement les traducteurs sont très largement installés en entreprise individuelle et pour une grande part aussi sous le régime de la micro-entreprise. 43% des personnes interrogées. C'est très net parce qu'on observe même dans les chiffres de la création d'entreprises que maintenant, pratiquement à l'unanimité, les personnes choisissent ce régime simplifié pour s'installer et lancer leur activité de traduction. Donc, il ne reste pas forcément toute la durée de l'activité, mais pour 95% d'entre eux, c'est le régime qu'ils choisissent à la création de l'activité. 12% des personnes ayant répondu à l'enquête ont annoncé qu'elles avaient le statut de traducteur-auteur. Malheureusement, on a eu un petit cafouillage à ce niveau-là, puisqu'il y a, pour beaucoup d'entre vous, vous cumulez le statut d'auteur avec celui d'entrepreneur en libéral. Et donc, il n'était pas possible. Il fallait en choisir un ou l'autre. Donc, c'est assez difficile sur ces 12% de déterminer si c'est leur seul mode d'exercice ou si c'est celui qui est leur principale source de revenus. Donc, ça sera peut-être un petit ajustement à faire pour la prochaine enquête. Mais en tout cas, on a eu pas mal de réponses de gens qui ont un statut d'auteur. Autre élément intéressant, donc les traducteurs proposent des prestations au-delà de la traduction. C'était déjà le cas dans l'enquête précédente, très majoritairement la relecture, la correction qui sont assez naturellement proposées par les traducteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on observe des nouvelles prestations qui font leur entrée dans les résultats, notamment la transcréation et la post-édition. Voilà, qui ont un petit peu le vent en poupe, qui sont de plus en plus demandées. Les prestations complémentaires aussi, pour la plupart, sont proposées plus fréquemment que dans l'enquête 2015, tout ce qui est localisation, rédaction, gestion de projet, comme un moyen, même sous-titrage, comme un moyen de cibler un marché plus exigeant, de mieux répondre aux attentes des clients et de cibler aussi, de se positionner sur un marché plus premium. Parce que forcément, quand vous offrez
des prestations complémentaires, vous pouvez aussi proposer des tarifs plus élevés. Donc ça semble être une stratégie des traducteurs pour pouvoir se positionner sur le marché. Les prestations de mise en page, de terminologie et de formation sont en baisse par rapport à l'enquête 2015. Là aussi, sans grande surprise, c'est vrai que les outils TAO permettent finalement de s'affranchir un peu de ces questions de mise en page, et du coup, c'est moins demandé que ça a pu l'être par le passé. Sur la typologie de clients, là encore, c'est très aligné avec les résultats d'enquêtes internationales et d'autres enquêtes sur les métiers de la traduction. Les principaux clients des traducteurs, c'est d'abord les agences qui représentent 43% de l'activité des personnes interrogées, et puis les clients directs en second lieu. Ce qui est intéressant, ce qu'on a remarqué depuis 2015, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui ne travaillent jamais avec les agences, plus 9%. C'est intéressant peut-être là encore pour des questions de rentabilité, parce que les tarifs sont un petit peu bas. On a observé que les tarifs étaient en baisse pour les agences, donc c'est peut-être lié à ça. Et on a aussi une petite augmentation du nombre de personnes qui ne travaillent jamais en direct, là peut-être pour des difficultés de prospection. En général, ceux qui travaillent majoritairement pour les agences sont plus jeunes et moins expérimentés. Et pour les clients directs, ils ont un profil plutôt parisien, peut-être parce que les clients sont plus accessibles. Effectivement, souvent les sièges des entreprises sont sur place, donc ça facilite peut-être la prospection. En tout cas, 71% annoncent ne jamais travailler en sous-traitance pour un confrère ou une consoeur. C'est en légère hausse par rapport à l'enquête précédente. Un petit peu dommage également parce qu'en fait, c'est définitivement une piste de prospection, parce que quand on a regardé un peu plus près la typologie de clients dans les tarifs étaient plus fréquemment en hausse pour ceux qui travaillent avec des confrères et des consoeurs plutôt que pour des agences ou des clients directs. Donc c'est une piste pour faire évoluer votre activité, peut-être collaborer ou travailler en sous-traitance pour des confrères et des consoeurs. Dans les réponses aussi, on a un bond spectaculaire de l'édition, avec 7% de personnes qui annoncent travailler exclusivement pour des maisons d'édition ou d'autres clients versant des droits d'auteur. Là aussi, ça affecte un peu les résultats, parce qu'on a des réponses très nettes orientées vers ce type de prestations. Et donc en forte hausse. Il y a aussi un intérêt dans les domaines d'intérêt pour la formation, l'édition ou de spécialisation, l'édition apparaissait assez haut, donc on voit que les traducteurs s'intéressent à cette cible aussi. Pour ce qui est des moyens de prospection, là encore, sans surprise, la recommandation, le bouche à oreille, arrive en premier lieu, très nettement, avec 45% des personnes interrogées. La prospection elle-même, où vous allez activement chercher des clients, arrive plutôt à 23%, un quart des personnes interrogées, et c'est plutôt le fait de personnes qui sont récemment diplômées, qui ont moins d'ancienneté, qui viennent d'arriver sur le marché, puisque forcément elles n'ont pas encore de réseau, donc elles doivent fournir un effort supplémentaire pour prospecter, pour trouver des clients. Pour les autres, on voit quand même une préférence pour ce qu'on appelle les méthodes inbound, c'est-à-dire une visibilité en ligne, le bouche à oreille. Enfin, les clients viennent vers vous plutôt que l'inverse. Donc, il y a peut-être là encore une opportunité pour le développement d'activités sur ce qui est fait en prospection, puisqu'apparemment, ce n'est pas... voilà, il y a encore une marge d'augmentation. Donc, au niveau des tarifs, donc c'était vraiment la partie fondamentale de l'enquête et celle qui, j'imagine, vous intéresse le plus aujourd'hui. Nous avons en fait proposé aux personnes qui ont répondu à l'enquête d'indiquer leurs tarifs par type de client, mode de facturation, langue source, langue cible, et de donner bien sûr leurs tarifs pratiqués. On a choisi d'introduire voilà, cette question du mode de facturation pour faire la distinction entre les personnes qui se font payer au temps passé, à l'heure ou à la journée, à la demi-journée, plutôt qu'à l'unité, que ce soit un mot, une ligne ou un feuillet.
et au forfait, c'est-à-dire à la tâche, au cas par cas. Donc voilà. Donc là, il y a eu dans les réponses et sur les forums de la SFT, a priori, ça vous a laissé perplexe pour certains. Il y a eu quelques petits problèmes. Notamment, bon, alors on a eu des personnes qui étaient interprètes, qui se sont rendues compte à ce stade de l'enquête que en fait, la question s'adressait plutôt aux traducteurs. Effectivement, l'enquête était plutôt réservée aux traducteurs. Il y a eu aussi la question du cumul de statuts, enfin, des gens qui nous disaient que c'est assez difficile par exemple, pour de la traduction certifiée, de déterminer si c'est pour un client direct ou si pour une agence, c'est pas le même tarif. Donc, vous avez trouvé que l'outil était peut-être pas assez fin. Donc, ce sera des choses à améliorer dans notre prochaine enquête. Mais bon, pour vous rassurer, on a fait tout un travail avec Benoît sur la correction des données aberrantes. Donc, peut-être Benoît, si tu veux nous en dire un mot. Oui, alors c'est des chiffres qui peuvent paraître très 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 surprenants, du style on travaille pour 10 € la journée ou pour 9 000 € de l'heure. Donc je pense que c'est des confusions sur Les sur unités ou les les conversions. menus déroulants et exactement les menus déroulants qu'on a affichés dans le questionnaire avec des conversions qui peut-être n'étaient pas très claires dans la présentation du questionnaire. Ou peut-être des gens qui sont allés un peu vite en lisant et qui ont mal compris la question. Du coup, ça, on a fait un travail de nettoyage des données pour recoder tout ce qui était recodable parce qu'on était en capacité de comprendre que la personne, elle a mélangé des journées et des heures ou des lignes ou des pages et des mots. Donc ça, quand on est en capacité de le faire, on corrige. Quand on n'est pas en capacité de le faire, on supprime carrément la donnée. Donc voilà, donc c'est un travail qui a été un peu fastidieux pour ne pas faire en sorte que la correction que l'on fasse biaise aussi les résultats. Donc il y a un travail très minutieux qui a été fait à cet endroit. Et donc là, maintenant, vous allez voir les résultats des données consolidées sur ces tarifs. Merci. Oui, donc on a eu quand même près de 3500 combinaisons de tarification enregistrées, donc c'est quand même un bon volume de réponses qui nous ont permis d'extraire des résultats, tarif minimum, tarif maximum, moyenne, médiane, pour essayer d'avoir un petit peu une vision d'ensemble. Alors je sais que pour certains d'entre vous, c'était frustrant de ne pas pouvoir indiquer la spécialité avec le tarif. Voilà, on sait, les traducteurs, il y a autant de traducteurs que de spécialités. Enfin voilà, on est tous dans des niches très, très particulières. Mais pour que ces données puissent être intéressantes et puissent être comparables, il faut malheureusement les agréger, les regrouper au maximum. Donc c'est pour ça qu'on a procédé à cette conversion aussi des tarifs à l'unité au mot ou des tarifs en temps passé à l'heure pour essayer d'avoir des données comparables selon la typologie de client. Donc voilà, donc on a sur ce graphique qui est un peu un résumé des résultats combinaison linguistique par combinaison linguistique, la plage de tarifs affichés, le minimum au maximum, et puis là où se situe la moyenne. C'est ça la moyenne ou la médiane qui apparaît en bleu, Benoît? Là, c'est la moyenne qu'on a La affichée. moyenne, voilà. Alors après, au niveau des relations des tarifs les uns par rapport aux autres, c'est assez cohérent. C'est-à-dire qu'on a un tarif pour les agences qui est généralement le plus faible, un tarif pour clients directs le plus élevé, et puis au milieu, le tarif pour les confrères et consoeurs qui se situent un petit peu entre les deux. À chaque fois, c'est un peu toujours le même schéma. Pour tout ce qui est traduction d'édition, on n'avait pas beaucoup de données. Donc le tarif horaire moyen notamment est probablement surestimé puisqu'on avait seulement 12 réponses. Donc voilà, dès qu'on arrive avec des échantillons très faibles, forcément les données sont moins fiables. Et donc je vous invite, quand vous allez consulter les résultats ligne par ligne, tarifs et combinaisons linguistiques, etc., à vraiment regarder la taille de l'échantillon pour être sûr que vous n'êtes pas sur quelque chose qui est vraiment un petit peu, peu représentatif.
Donc, vous allez trouver toutes ces informations, le détail des tarifs par combinaison linguistique et typologie de client dans les annexes du rapport que vous voyez là, que j'ai ici, que vous allez pouvoir consulter très rapidement, enfin dès demain. Donc, on a, comme je le disais, le tarif minimum, le tarif maximum, la moyenne et la médiane. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier de regarder la médiane, Benoît? Alors la médiane, pour moi, dès qu'on parle de tarif, c'est un indicateur statistique qui est extrêmement important à comparer avec la moyenne. La médiane, en fait, elle va être beaucoup moins sensible aux valeurs aberrantes. Donc, on a fait un travail de cleaning, ok, on sait qu'on a supprimé des données, qu'on a corrigé certaines données, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc la médiane, c'est un indicateur statistique qui positionne un prix en dessous duquel il y a 50% des répondants qui se sont positionnés et au-dessus duquel il reste les 50 autres pourcents. Donc, ce qui est intéressant, c'est si la médiane et la moyenne sont relativement proches, ça veut dire que finalement, on a une certaine homogénéité dans les réponses. S'il y a un écart qui apparaît entre la médiane et la moyenne et que cet écart vous paraît suspicieux, ça veut dire que probablement il y a des données aberrantes, soit vers le bas, soit vers le haut, et qu'il y a des traducteurs qui ont annoncé des prix très hauts ou alors très bas ou trop bas. Et donc, c'est en cela que la médiane est, de mon point de vue, dès qu'on parle de prix, de toute façon, la médiane, c'est un indicateur qui est à mettre en avant, peut-être même avant la moyenne. Ouais. Donc c'est pour ça, regardez bien à chaque fois le détail, hein, le prix maximum, prix minimum et la taille, enfin le nombre de personnes qui ont répondu pour vous assurer que les résultats sont le plus fiables possible. Globalement, puisque j'ai regardé ligne par ligne pour toutes les catégories, etc., malheureusement, on observe une baisse ou une stagnation des tarifs, notamment pour les agences et les clients directs. C'est un petit peu mieux pour les confrères, les consoeurs. Il y avait ce que je vous disais tout à l'heure, un peu plus souvent une hausse. Donc voilà, on constate que la question des tarifs pose problème, en tout cas pour les traducteurs. On le verra aussi quand on abordera la question de la satisfaction, c'est assez net. Pour ce qui est des langues sources et cibles les plus fréquentes, il y a vraiment un trio de tête, que ce soit en langue source ou en langue cible, l'anglais, le français, l'allemand. Ça représente 90% des réponses pour la source et 85% pour la cible. Donc on voit c'était vraiment les principales, c'est que ces langues de travail-là étaient les plus fréquemment citées. Et la combinaison linguistique la plus fréquente, bien sûr, pour nous, c'est de l'anglais vers le français. Au niveau des pratiques professionnelles liées à la tarification, on observe c'est une très forte dominance de la facturation à l'unité, hein, que ce soit au mot, au feuillet, à la ligne, etc. C'est une écrasante majorité, 87%. Et la facturation en temps est plutôt pratiquée par des traducteurs expérimentés, enfin, ou les autres modes de facturation, pas seulement le temps d'ailleurs, c'est la facturation au forfait ou à la tâche, comme on dit, c'est-à-dire vous faites un prix pour la prestation dans son ensemble et vous ne multipliez pas une unité par un tarif. C'est plutôt le fait de traducteurs qui ont une expérience autre que la traduction, donc qui ont une reconversion professionnelle, ça c'est intéressant, ou des traducteurs qui se forment beaucoup, qui sont assez expérimentés. Donc ça montre quand même un intérêt pour d'autres modes de tarification qui peuvent être plus avantageux. Donc c'est une stratégie aussi, la façon de facturer. Ensuite, on a refait un petit sondage, parce que ça c'était des questions qui étaient posées aussi en 2015 sur la facturation minimum, qui est globalement moins pratiquée qu'elle l'était dans notre dernière enquête. Par contre, le montant de cette facturation minimum a un petit peu augmenté. Les majorations de tarifs, pareil, il y a un recul. On voit aussi que alors, c'est pratiqué globalement dans les cas d'urgence, notamment quand vous devez travailler la nuit, mais ça l'est de moins en moins. Et c'est plutôt les adhérents SFT qui ont tendance à avoir ce type de bonnes pratiques que les répondants dans leur ensemble. Donc il y a un mouvement pour les bonnes pratiques en matière de gestion d'activité ou de facturation, c'est plutôt pour des traducteurs expérimentés et des traducteurs membres du syndicat.
Enfin voilà, il y a des résultats qui sont un petit peu inquiétants. Seulement 34% des répondants ont des conditions générales de prestation de service. Seulement 37% travaillent toujours à partir d'un bon de commande. 23% n'établissent jamais de devis. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie des bonnes pratiques de gestion qui, a priori, montrent un petit déficit dans les résultats de l'enquête. Pour ce qui est des outils, des questions que vous avez été posées sur la TAO, la traduction assistée par ordinateur, qui est bien installée. Là, on a des résultats assez stables par rapport à la dernière enquête. Par contre, une très forte progression des deux principaux outils, que sont Trados et MemoQ, qui ont plus ou moins conquis le marché. En troisième position, on a Workfast, qui est cité par seulement 5% des personnes qui répondent. Donc voilà, une forte progression des deux premiers qui ont un peu occupé la place. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a posé la question de l'usage de la traduction automatique et il y a 27% des personnes interrogées qui ont répondu qu'elles avaient un logiciel de traduction automatique. Et dans l'écrasante majorité des cas, il s'agit de DeepL. Ce qui était étonnant, c'était que c'était plus fréquent chez les personnes qui ont plus d'ancienneté, les plus expérimentées. Donc c'est un petit peu là surprenant. Enfin, intuitivement, on se serait dit que c'était plutôt les plus jeunes, mais non. Donc l'usage de la TAO se retrouve dans la pratique de tarifs dégressifs qui est proposée par à peu près une personne sur deux. Par contre, il y a une certaine méfiance par rapport à la post-édition. Il y a 57% des personnes interrogées qui n'acceptent pas les travaux de post-édition, principalement parce que les tarifs sont bas ou qu'elles jugent ces tâches inintéressantes. Et quand elle est pratiquée, c'est plutôt le fait de personnes nouvellement entrées sur le marché, plus jeunes, puisque c'est des conditions, ça leur est de plus en plus demandé. Quand elles facturent ces prestations, elles le font au mot. Là encore, il y a des discussions au niveau de la profession, au niveau international, sur le passage à un autre mode de facturation, puisque pour le coup, la facturation au mot en post-édition n'est pas du tout à l'avantage du traducteur. Donc, ce serait intéressant de voir évoluer ce chiffre-là à 61% de facturation au mot vers plutôt une facturation au temps passé. Donc, on a posé la question de la satisfaction des personnes interrogées sur leur situation professionnelle. Alors là, c'était un petit peu différent de la question qui avait été posée dans l'enquête 2015, où on s'était intéressé plutôt au chiffre d'affaires. La question posée en 2015, c'était: est-ce que vous êtes satisfait de votre chiffre d'affaires? Donc là, il y avait une majorité, 51% des personnes interrogées, qui déclaraient leur chiffre d'affaires insatisfaisant. Mais le problème, c'est que la question posée comme ça, c'est assez difficile. Par rapport à quoi? Par rapport à quels objectifs? Par rapport au niveau de vie des personnes? Donc on a d'abord, nous, dans un premier temps, demandé si les personnes étaient satisfaites de leur situation. Là, on a eu 62% qui jugent leur situation satisfaisante, donc 38% d'insatisfaits. Et parmi ces insatisfaits, 76% citent des revenus insuffisants. Donc là, on a des résultats qui sont un petit peu plus nuancés. Enfin bon, ça représente quand même un tiers des répondants qui jugent que leurs revenus sont insuffisants. Donc c'est moins qu'en 2015, mais ça reste quand même une part importante des réponses. Autre source d'insatisfaction, alors bon, l'insuffisance d'activité, c'est un peu en lien aussi avec les revenus. Si vous n'avez pas beaucoup de travail, forcément, vous n'avez pas non plus des revenus satisfaisants. Mais les deux réponses étaient possibles. Enfin, vous pouviez donner autant de raisons que vous le souhaitiez. Mais il y a aussi la question des délais, la pression sur des délais jugés trop courts, donc le sentiment de travailler en urgence et l'isolement du fait de travailler, parce que pour une majorité d'entre vous, d'exercer à domicile et seul. Donc, ce sentiment d'isolement qui pèse quand même à 21%, sur 21% des personnes insatisfaites. Aussi, un peu inquiétant, c'est qu'il y a quand même des gens qui envisagent de changer d'activité principale, voire pour 20% de quitter carrément la profession. D'autant plus si elles travaillent à temps partiel. Alors là, c'est un petit peu un biais. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui se lancent en traduction en disant je vais le faire à temps partiel pour tester l'activité, et puis quand je génère suffisamment de chiffre d'affaires, j'abandonnerai mon boulot et puis je deviendrai traducteur à temps plein.
on se rend compte qu'en fait, finalement, elles sont nombreuses à dire qu'elles vont elles vont renoncer à la profession parce qu'elles n'y arrivent pas. En fait, c'est un peu le cercle vicieux. Vous n'êtes pas suffisamment disponible pour générer du chiffre d'affaires et donc le manque de chiffre d'affaires fait que vous envisagez de quitter la profession. Voilà, c'est un petit peu le cercle vicieux. Mais il y a un sujet à ce niveau-là, la rémunération des traducteurs en général, qui, a priori, pose problème. On a aussi fait un petit point, puisqu'il y a eu une enquête en 2020 sur les conséquences du Covid. Et donc, on a demandé aux personnes interrogées si elles avaient le sentiment d'avoir un impact négatif du Covid. Donc là, puisque c'était une enquête qui était concentrée sur les traducteurs uniquement et pas les interprètes qui ont été plus touchés par le confinement notamment, on a eu quand même un petit peu plus d'une personne sur deux qui a subi un impact négatif, soit au niveau des revenus, soit l'allongement des délais de paiement, les clients qui demandent de baisser les tarifs, des impayés, voilà, ce type de désagrément. Et du coup, assez logiquement, il y a une personne sur deux qui a demandé une aide de l'État pour faire face à ces difficultés. Ce qui nous a paru, nous, intéressant, c'est que les personnes qui ont eu recours aux aides de l'État, il y en a une sur deux qui n'était pas éligible. Donc là, c'est pareil, c'est dans l'alignement des réponses qui étaient données. Mais seulement 5% ont indiqué qu'elles n'étaient pas au courant qu'il y avait des aides. Donc ça, ça nous a rassurés aussi, parce que la SFT a beaucoup œuvré pendant le confinement pour essayer d'obtenir que les traducteurs et interprètes soient reconnus comme profession particulièrement touchée. Et a priori, on a fait un beau boulot de communication à ce niveau-là, puisque la plupart d'entre vous étaient au courant qu'il était possible d'être compensé pour des pertes de chiffre d'affaires notamment. Donc pour conclure, parce que je vois que l'heure tourne et qu'on arrive, si on veut se laisser un petit peu de temps pour des questions. Donc les évolutions depuis 2015, on a donc des résultats un petit peu affinés. Donc c'est pas un calque de l'enquête de 2015, puisqu'on a demandé plus d'informations, on est allé un petit peu plus loin dans les questions. Mais ce qui nous donne satisfaction, c'est qu'on voit que la profession est bien organisée, le niveau de formation, la formation continue, l'utilisation des outils sont vraiment bien installés. La plupart des gens sont quand même satisfaits de leur situation, 62%, c'est quand même pas négligeable. Il y a des stratégies de positionnement des professionnels sur un marché plus premium, plus exigeant, par la diversification des activités, les différents modes de tarification à la tâche qui sont intéressantes. Et on voit l'intérêt de l'adhésion au syndicat pour s'informer et s'armer sur ce marché, dans les réponses, on observe que les membres SFT sont en général ceux qui mettent en œuvre plus souvent les bonnes pratiques de gestion. Donc on a vu la post-édition qui pour l'instant n'est pas encore totalement adoptée quand on parle des outils et des prestations. Voilà, là c'est encore un frein pour beaucoup d'entre vous. Par contre, les points négatifs qui sont apparus au fil de cette enquête, c'est que les tarifs sont globalement plutôt soit stagnent, voire baissent dans la plupart des combinaisons linguistiques et pour tous les types de clients. Il y a quand même une insatisfaction d'un tiers des personnes interrogées sur leurs revenus et leur volume d'activité qui pose question. Le déficit de bonnes pratiques dont je parlais, les conditions générales de vente, les acomptes, les devis, etc. Et puis pour nous, on se rend compte qu'en fait, on recrute moins justement des membres parmi les personnes nouvellement installées. Et donc pour nous, il y a un effort à faire pour aller les chercher et les aider à mieux les outiller pour faire face aux conditions du marché. Donc voilà, en conclusion, cette enquête qui peint une vision du métier donc organisée, professionnelle, mais qui aurait peut-être des progrès à faire au niveau de la gestion d'entreprise et de la gestion des risques aussi liés à l'activité, puisque par exemple demander un acompte ou les délais de paiement, etc., c'est aussi des moyens de sécuriser vos revenus.
Il y a aussi du travail à faire au niveau du positionnement des professionnels sur le marché pour qu'ils puissent mettre en avant la valeur ajoutée de leurs services, la développer et la communiquer pour pouvoir cibler des segments plus rémunérateurs et avoir une meilleure satisfaction dans leur activité. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça a été un petit peu vite, mais vous pourrez retrouver tous les détails de ces chiffres et de cette enquête dans le rapport publié sur le site de la SFT. Et je vais demander à Oran de nous relayer vos questions. Oui, rebonjour à toutes et tous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser dans le chat, vous pouvez encore le faire. Alors, nous avons une question de Marianne au tout début de la présentation qui demande s'il y avait une question pour valider le code APE des répondants et qui note que les personnes en reconversion professionnelle ne changent pas leur code APE. Oui, alors c'est vrai que normalement, il est possible de modifier ce code APE si la traduction devient votre cœur de métier et l'activité principale de votre entreprise, mais les gens ne le font pas toujours, c'est vrai. Non, je ne crois pas, Benoît, qu'on ait demandé de valider le code APE. On a posé la question à des gens qui sont traducteurs et qui répondaient à ce titre. Oui, pour l'intérêt de l'enquête, le code APE n'était pas absolument vital. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'être représentatif de la CRM de la SFT avec des gens qui sont en activité de traducteurs. Très bien. J'ai une autre question de Björn qui demande pourquoi la période de sondage était aussi courte, 15 jours ou 18 jours si je me souviens bien. En 2015, c'était 21, donc c'est à peu près la même durée que précédemment. Une question de Sophie qui demande quand vous parlez d'expérience autre que la traduction, voulez-vous dire autre activité professionnelle? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez exercé ou vous exercez une profession en dehors de la traduction. Exactement, c'est ça. Donc c'est soit une reconversion professionnelle, soit une personne qui a une autre activité par ailleurs. Très bien. J'ai une remarque de Carmelo dans la slide qui parlait de spécialité, qui se pose la question, attention à ne pas confondre avec domaine d'activité. Est-ce qu'il y avait une différence entre spécialité et domaine d'activité? Alors on avait qualifié la spécialité par le domaine d'activité qui rapporte plus de 50% du chiffre d'affaires. Voilà, donc on l'avait qualifié dans la question. Et donc les résultats montrent voilà, ce que les gens ont désigné comme être leur spécialité. Et après, c'est vrai que dans les activités citées, on reprenait un peu les mêmes listes, ou dans les domaines de formation qui les intéressaient, on reprenait les mêmes listes pour voir un petit peu quels étaient les intérêts ou les spécialités qui étaient les plus attractives. D'accord. Et j'ai une remarque aussi de Carmelo par rapport à la métrique utilisée pour une page qui était de 500 mots dans l'enquête et qui dit que souvent, habituellement, cette métrique est de 250 à 300 mots par Pour le page. feuillet d'édition, 250 mots et 500 mots pour la page format informatique classique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris ça. D'accord. Très Oui, bien. il y a eu des conversions à faire. Encore une fois, c'est vrai, c'est toute la difficulté d'être obligé d'agréger un petit peu des résultats pour avoir des données un peu plus fiables. Ça s'envisagerait pour une autre étude d'essayer de faire d'autres, en tout cas surtout pour les traducteurs d'édition qui travaillent souvent avec une rémunération au feuillet, enfin, voilà, d'avoir un peu plus de finesse dans le rendu des tarifs, mais c'est assez compliqué en fait. D'accord. J'ai une autre question par rapport aux activités autres que traduction d'Alicia qui demande est-ce que l'enseignement de la traduction est considéré comme une autre activité? Oui, je crois que, alors, je ne sais plus, enfin, je me plonge dans le détail. Oui, on avait mis que c'était une autre activité, puisque c'est de l'enseignement ou de la formation. C'est pas de la traduction. Enfin, le sujet, c'est la traduction, mais c'est pas une prestation de traduction, quoi. Voilà. Donc oui, c'était à part. Ça faisait partie des, des activités annexes que vous pouviez avoir.
On avait une baisse d'ailleurs, moins de personnes qui indiquaient être formateurs par ailleurs. D'accord. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des questions. Alors, il y a pas mal de réactions par rapport au nombre de mots par page dans le chat. Bon, les traducteurs, il fallait faire la conversion, désolée. Bon, c'est vrai que ça a été un petit peu, enfin, voilà, je comprends que ce soit frustrant, que ça reflète pas exactement vos pratiques. C'est compliqué en fait de trouver un juste milieu et des réponses qui soient les plus de constituer des agrégats pour avoir des réponses. Donc, je comprends cette frustration-là. Malheureusement, c'est un peu le jeu des enquêtes statistiques. C'est jamais l'exact reflet de votre situation. Alors, je viens de recevoir une question de Nathalie qui demande si on pourrait faire un zoom sur les traducteurs qui ont des tarifs plus élevés pour comprendre ce qu'ils font en plus ou en moins par rapport aux autres. Oui, c'est vrai, ce serait une bonne idée d'avoir une discussion sur ce sujet-là. Effectivement, comme en plus c'était souvent des personnes expérimentées, on pourrait trouver dans notre base de données de membres, faire un groupe de bonnes pratiques. Voilà. Bon, souvent, c'est des traducteurs qui travaillent plus souvent en direct, qui ont des prestations complémentaires à la traduction, qui voilà, vont chercher à aller remplir, enfin, satisfaire des besoins au-delà simplement de la prestation de traduction. Il y a aussi, je pense, un sujet au niveau de la posture. Quand on parlait des bonnes pratiques, il y a aussi la façon dont vous vous présentez à vos clients. Les traducteurs moins expérimentés, ceux qui travaillent beaucoup avec les agences, ont souvent une posture de salarié même. Enfin voilà, on attend, on est un peu en subordination par rapport aux clients. Les traducteurs qui ont les tarifs les plus élevés, qui sont souvent satisfaits de leur situation, ils ont une approche plus entrepreneuriale. Voilà, ils proposent leurs services, ils négocient. Enfin, c'est vraiment quelque chose à développer. C'était dans les domaines de formation d'ailleurs qui étaient indiqués et souvent demandés par les traducteurs. Tout ce qui était gestion, négociation, tout ça, et c'est important. Vraiment, investissez cette sphère de votre activité. Vous êtes des entrepreneurs. Alors, j'ai une question maintenant de Sandra qui demande si on a une idée de comment et d'où les répondants non adhérents à la SFT ont été recrutés. Alors, je ne sais pas si recruter, c'est au sein de la SFT ou pour répondre au questionnaire. Je ne sais En pas. fait, on avait fait une communication sur les réseaux sociaux, donc en fait, il n'y avait pas vraiment de critères. Il fallait qu'ils se sentent concernés par l'enquête, parce qu'il y avait quand même 10 minutes pour répondre au questionnaire, donc c'était des gens qui exerçaient la traduction, mais ils étaient plus souvent basés à l'étranger. Après, on leur a pas demandé s'ils étaient adhérents ou non d'une association professionnelle, par exemple, à l'étranger. C'est vrai qu'on n'a pas posé cette question-là. Donc, on a moins d'infos sur ces personnes. Ah, et on vient de me dire à l'oreillette que Dorine Parmentier avait aussi partagé cette enquête sur le serveur Discord Oui, des c'est traducteurs, vrai, le Tradiscord, qui tout à regroupe fait. plus de 500 membres, même maintenant peut-être beaucoup plus, je ne sais plus. Ils ne sont pas tous membres de la SFT, effectivement. Et Oui, merci oui. beaucoup, Dorine, pour avoir relayé cette enquête. De toute façon, plus on a de répondants, mieux c'est, quoi. 845, dit Emmanuel, ça augmente tous les jours. Alors, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Une suggestion de Pizzy qui remarque qu'il aurait fallu une question concernant le lieu où le revenu est généré, car il y a plus d'influence sur les tarifs que le lieu de résidence. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si vous pouvez être dans un pays à bas coût et aller chercher des clients dans des pays où les tarifs pratiqués sont plus élevés, c'est vrai, tout à fait. Donc ça pourrait être intéressant de demander pour la prochaine enquête, mais c'est un travail continu. Donc, bien sûr, si vous avez des suggestions à nous faire, des questions supplémentaires à poser pour affiner le questionnaire, bon, là, on était à 34 questions et 10 minutes pour répondre à peu près en moyenne. Donc, il ne faudrait pas que ce soit non plus trop long, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des questions supplémentaires. Sur la question des niveaux de revenus, je voulais aussi vous informer, l'UNASA, qui est l'Union des associations de gestion agréées,
publie des résultats sur le chiffre d'affaires, le bénéfice, la rémunération des professions libérales et donc de la traduction. Donc, vous pouvez obtenir ces statistiques pour savoir quel est le revenu moyen des traducteurs et interprètes. Là, c'est vrai qu'on ne me posait pas cette question et je pense que pour moi, là, c'est de ma faute, j'ai un petit peu manqué ça. Mais ça serait vraiment une question à poser la prochaine fois, quel est le revenu moyen? Et pouvoir voir aussi, justement, membres, non-membres, ancienneté, micro-entreprise, pas micro-entreprise, qu'est-ce que ça change en fait au niveau de la rémunération? Ça serait définitivement pour moi une amélioration de l'enquête. Et pour revenir à la question de Sandra sur les répondants non adhérents à la SFT à l'enquête, qui suggère voilà, de rajouter une question de type « Comment avez-vous eu vent de cette enquête ?» Oui, ça peut être une bonne idée. Et j'ai aussi Grace qui s'étonne et qui demande 50 centimes au mot, ça existe? Oui, ça existe. Mais ils ne sont pas nombreux. Hein. Après, sur ces niveaux de tarifs, en général, c'est plutôt des gens qui pratiquent la tarification à la tâche. En fait, qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui font un prix global sans donner un détail au mot. Puisque de toute façon, si on y regarde bien, c'est un peu aberrant de donner un tarif au mot. C'est la norme dans notre secteur, mais c'est vrai que c'est pas ce qui met le mieux en valeur la valeur ajoutée de vos services. Donc, souvent, voilà, les traducteurs qui pratiquent des prix élevés, ils ont peut-être fait la conversion pour savoir à peu près combien ça représentait. Très bien, et ben, je crois que nous avons fait le tour des questions et c'est parfait parce qu'il est 13h02. Et juste pour petite mention, l'ATLF aussi avait relayé l'enquête, voilà, pour Merci la rendre à TLF. César ce qui est à César. Oui, et d'ailleurs, Et la TLF fait elle-même des enquêtes. Hein, donc, c'est vrai que les tarifs pour l'édition sont plus détaillés et plus, je pense, justes sur les enquêtes de la TLF que sur celle-ci. et je vais passer pour terminer la parole à notre président Bruno Chanteau. Merci, merci beaucoup. Alors un grand merci à nos 2 présentateurs pour ce webinaire ce matin. Franchement, c'était parfait, c'était nickel, très clair, très, 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 très précis. J'aimerais juste revenir sur deux petites choses. Quand j'ai parlé de la GFIS, j'ai bien précisé que c'était pour les traducteurs, parce que j'ai vu passer un petit commentaire d'une personne qui est consultante et qui se disait est toujours ressortissante de la GFIS. C'est un fait. Je ne parle que des traducteurs. Voilà. Il y a eu aussi quelques questions sur la micro-entreprise. Alors là, pour la micro-entreprise, je vous invite tous à venir participer au mois d'août l'année prochaine à nos rencontres de la traduction et de l'interprétation où nous parlerons très précisément de la micro-entreprise et puis des pièges entre guillemets de la micro-entreprise. J'ai vu qu'il y avait une question sur la sous-traitance et la micro-entreprise. Donc venez participer, dernier week-end de août l'année prochaine. Je sais, c'est dans 8 mois, c'est un petit peu loin. Laissez-nous le temps de l'organiser et voilà, 3 jours pour discuter entre traducteurs et interprètes de nos métiers, de nos soucis, de nos vies en tant que traducteurs et interprètes. Donc à très très bientôt et encore un grand merci à Gaël qui a géré cette enquête de main de maître, je dois dire. Et merci à la société avec laquelle nous avons travaillé, qui nous a permis nous-mêmes d'avoir des résultats dignes de ce nom. Donc, merci beaucoup. Merci Bruno. Merci à vous. Merci pour votre confiance aussi. Je vous en prie. Et merci aux quelques 140 personnes qui ont participé à ce webinaire. Cela montre clairement qu'il y a un intérêt à ce genre de questionnaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.